Nous allons à présent passer à une table ronde sur la décarbonation du logement, un défi pour la rénovation. Et donc pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Boulkoff, président de l'UNSFA, Patrice Tillet, directeur général adjoint chez Action Logement Immobilier, Simon Corteville, responsable rénovation énergétique et politique sociale à l'ANA, Jérôme Chambin, directeur marketing, communication et relations filières à chez GRDF. Et enfin, Hervé Charru, directeur adjoint du CSTB. Donc bonjour messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. En introduction à cette table ronde, ce qu'on peut rappeler, c'est un chiffre qui est souvent cité, mais ça ne fait jamais de mal de le redire, c'est que le logement neuf, c'est 1% en plus du parc chaque année. Donc les enjeux de bas carbone 2050, ils seront atteints majoritairement dans l'existant. Dans le neuf, il y a la RE 2020 qui est entrée en vigueur. Dans la rénovation, au niveau réglementaire, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a par exemple le DPE qui prend en compte le bilan carbone des logements, la nouvelle version. Et on a par exemple dans MaPrimeRénov' au niveau incitatif, des incitations qui sont plus élevées pour certains équipements décarbonés. Donc il y a déjà des choses qui sont en place. Et donc on va pouvoir développer là-dessus. Il y a aussi des pistes nombreuses qu'on va évoquer, donc limiter les déconstructions, reconstructions, intervenir sur l'existant, utiliser des produits décarbonés comme les biosourcés ou les matériaux de réemploi, privilégier les circuits courts. Les pistes sont nombreuses. Et pour commencer à évoquer ce sujet, je vais me tourner vers vous, Monsieur Boulkoff. Bonjour, vous êtes donc président de l'UNSFA. Qu'est-ce que vous... je vais commencer par une première partie sur constat, diagnostic de la situation. Ensuite, on fera une deuxième partie sur les leviers ou les freins qui existent au développement de la rénovation bas carbone. Selon vous, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait, quel est le diagnostic? Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour aller vers cette rénovation bas carbone? Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. La rénovation bas carbone sur le logement, c'est en priorité de toute façon l'utilisation des circuits courts. La sortie carbone ou la consommation carbone dans le bâtiment est importante. Celle sur le transport à la fois des matériaux et des personnes dans le cadre des chantiers, elle aussi est conséquente. Dans les différentes simulations que l'on a, entre 17 et 31% de carbone émis dans le cadre des transports. Donc tout ce qui est rénovation doit utiliser en fait des opérations sur lesquelles on est sur des circuits courts, à la fois circuits courts sur l'utilisation des matériaux, mais aussi circuits courts sur l'utilisation, ou du moins les ressources que l'on a, les ressources humaines, et donc le choix des entreprises que l'on a dans le cadre des opérations de réhabilitation. En plus de cela, il faut quand même avoir une réflexion sur la qualité architecturale et sur la résilience des bâtiments. C'est-à-dire que dans le cadre d'opérations que l'on réalise, plus le bâtiment est résilient, plus il a une capacité à être modifiable, moins on va faire de transformation dedans, moins on va générer des déchets, puisque les déchets du BTP sont une source aussi de carbonation. Donc ce sont des principes et des actions qu'il faut mener dès la réflexion, dès la conception de la réhabilitation, et c'est la même chose en œuvre de toute façon, mais c'est à prendre en compte très tôt. Et puis se pose après la question du réemploi des matériaux. Cette décarbonation, elle peut se faire aussi en utilisant des matériaux de réemploi, même si on a quelques freins aujourd'hui sur notamment les bureaux de contrôle ou sur les avis techniques que l'on a sur le réemploi, parce que ça devient un peu complexe d'avoir des garanties sur les bureaux de contrôle sur ces points-là. Mais en fait, dès le cadre de la conception, dès le début de la conception, à partir du moment où on est sur des opérations de démolition-reconstruction, il faut tout de suite envisager quelles sont les conditions de récupération des matériaux in situ et comment on les utilise pour pas à la fois les transporter sur un autre site ou en décharge, ou du moins les revaloriser dans le cadre de l'opération de construction. Donc voilà, dès l'opération, gros diagnostic, diagnostic structure, diagnostic matériaux, pour arriver sur des solutions où finalement on consomme peu de transport, peu de matériaux qui viennent de l'extérieur, enfin au maximum, avec toujours des opérations où on cherche la frugalité, c'est le mot d'ordre, mais sur lequel on utilise vraiment tout le potentiel de l'opération in situ. Merci beaucoup. Simon Corteville, du côté de l'ANA, comment on voit les choses? Bien sûr, l'ANA gère MaPrimeRénov', donc on va pouvoir y revenir. Voilà, qu'est-ce que vous préconisez pour avancer sur la rénovation bas carbone? Alors, déjà,
Est-ce que ça... Ouais. Oui. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Alors déjà en introduction et peut-être signaler que l'actualité est pile au bon moment puisqu'hier a été lancée une concertation sur la décarbonation du bâtiment, donc concertation lancée par les ministères et par nos collègues de la Direction générale de l'énergie et du climat. Mais j'ai lu le rapport ce matin, ça m'a appris beaucoup de choses également et je pense qu'il est très complet. Je vous invite à y aller soit pour vous renseigner, soit pour contribuer directement. Et vraiment c'est un document très riche. Le premier point peut-être, c'est le constat. Et ce document notamment le remet bien. Le bâtiment, c'est 25% des gaz à effet de serre. Et pour l'exploitation du bâtiment, donc notamment le chauffage en très grande partie, c'est 18% des gaz à effet de serre. Avec une majorité dans le résidentiel, mais du tertiaire également. Donc on est à 18% sur l'exploitation, avec du coup trois leviers d'action. Le tertiaire, bon, l'ANA ne s'occupe pas du tertiaire, il y a des décrets spécifiques qui existent pour aussi obliger ces rénovations. Le parc social, avec finalement les bailleurs sociaux, des réglementations, des financements, etc. Mais j'y reviendrai pas, c'est pas non plus le rôle de l'ANA et je pense que côté action logement immobilier, c'est vraiment un point qui sera évoqué. Et enfin, le logement privé sur lequel intervient l'ANA, enfin en tout cas pour le financement, qui est une complexité très grande puisqu'on fait on a affaire à des ménages qui ne sont pas maîtres d'ouvrage professionnels des travaux. Donc au-delà même de la question d'argent, de comment faire, etc. On peut avoir tout l'argent qu'on veut, on n'a juste pas forcément le courage de se lancer dans des travaux. Ou le temps, ou l'envie, ou on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Vous l'avez évoqué, la plupart du bâti existant, de toute façon restera. Donc c'est ce parc qu'il faut rénover. Et en plus, il y a des contraintes qui vont être très différents de chacun, de chaque logement, des patrimoines, des enjeux architecturaux, de rénovation qui ne peuvent pas être les mêmes, des sujets de travailler dans un milieu occupé. Quand on a une famille, faire rénover son logement de fond en comble, c'est complexe, de disponibilité également en termes de temps pour rénover, pour s'en occuper, de complexité, de coût, d'être réassuré aussi. Est-ce que mes travaux vont servir vraiment à quelque chose? Quand on n'est pas expert aussi, on peut en douter, ou la qualité des travaux. Donc beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Et pour rentrer un peu sur le débat de la décarbonation, donc vous évoquiez les DPE. Alors le DPE, il dit deux choses aujourd'hui, et la transformation en 2021 a été très importante là-dessus. C'est combien d'énergie on émet, enfin combien d'énergie on a besoin pour chauffer et pour les autres usages, et cette énergie, qu'est-ce qu'elle génère en CO2. Alors combien d'énergie on émet, ça va dépendre de combien d'énergie sort du logement et donc de la déperdition thermique et donc de l'isolation. Donc tout cet enjeu de rénover pour réduire la consommation énergétique, ça c'est d'un point. Et le deuxième point, c'est le décarboner, parce que finalement, pour chaque kilowattheure émis, si on est au fuel ou à l'électricité ou à la biomasse, ça ne va pas être le même impact carbone. C'est exactement comme pour la voiture, où on a deux choses à faire. Il faut qu'on roule moins, et en plus, il faut qu'on roule à l'électrique. Et quand on roulera moins et à l'électrique, on n'aura plus de problème dans les transports, si je caricature un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux aspects qui, sur les aides, se retrouvent également dans les logiques. Alors, sur les aides, avec deux dispositifs un peu qui peuvent exister, des dispositifs d'aide à la, on va dire, à la rénovation globale, qui représente autour de 10% des rénovations, enfin près de 70 000 l'année dernière, où on va vraiment rentrer dans cette logique globale d'isolation et également d'embarquer le chauffage. Avec l'objectif annoncé hier d'atteindre 200 000 en 2024. Avec un objectif de monter, effectivement, je l'avais sur les suites, mais effectivement l'objectif va être de monter beaucoup plus fortement sur cette isolation. x3 et en tout cas d'aller beaucoup plus fort, d'aller aussi plus loin, d'aller vers des isolations complètes, des rénovations performantes telles que le définisse la loi. Et par ailleurs aussi l'enjeu de décarboner quand le chauffage est bien isolé, de changer la chaudière par exemple, et un fort enjeu sur MaPrimeRénov' où globalement on voit, notamment suite à la guerre en Ukraine, il y a eu une priorité qui a été mise sur la sortie d'énergie fossile, et 90% des chaudières qu'on a installées dans ce cadre-là est remplacé du fuel ou du gaz dans le cadre des bonus qu'on a mis en place l'année dernière. Donc on voit ces deux effets, et derrière peut-être juste pour finir là-dessus, sur les aides, pourquoi est-ce qu'on a des aides? Alors certes, il y a des aides pour financer le reste à charge. Alors financer le reste à charge, c'est ce qui va justifier qu'on ait des aides plus grandes pour les ménages les plus modestes, etc. Mais ces aides, elles vont être pour financer le reste à charge, mais elles ont aussi cet effet incitatif
il y a une étude de l'ADEME qui le mettait sous l'effet booster des aides. Parce qu'on va avoir une aide en faisant tels travaux, on va aller faire tels travaux. Si on fait, c'est presque un levier de marketing pour un ménage, parce qu'il y a une réduction, on va aller chercher tel produit. L'enjeu, c'est d'orienter les rénovations. Donc à la fois, et d'où l'enjeu aussi de travailler sur ces niveaux d'aide, ce qui a été annoncé hier dans le CNR, vers des aides qui vont mieux financer les rénaux les plus globales, les plus performantes, pour inciter à aller là-dessus aussi, pour aussi solvabiliser les ménages, et d'aller aussi pouvoir toucher cette décarbonation et aider mieux les logements, les chauffages les plus décarbonés, ce qui a été la logique mise en place notamment par MaPrimeRénov' en remplacement du CITE qui était potentiellement assez large dans les dispositifs aidés et sans ciblage aussi fin sur les travaux les plus performants. Merci monsieur. Jérôme Chambin, comment vous voyez les choses du côté de GRDF? Et je pense que vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, réagir effectivement à la concertation qui a été lancée hier. C'était une rumeur qui traînait, pardon, c'est pas très joli de dire ça, mais qui avait depuis plusieurs mois d'une possible interdiction des chaudières gaz neuves. Là, les pouvoirs publics viennent de dire que c'était une option, rien n'est acté. Voilà, si vous voulez, c'est aussi passer un message. Oui, bonjour, merci. Ça marche. Oui, alors effectivement, déjà vous dire qu'on partage quand même un point de vue avec le discours qui vient d'être fait, c'est que si on veut avoir une rénovation énergétique efficace, il ne faut pas juste imaginer changer le système de chauffage. À un moment, si le bâtiment est mal isolé, on fait des erreurs, vraiment des erreurs. Pour être très clair, on a constaté, voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est peut-être un des points sur lesquels il faut qu'on se batte aujourd'hui pour éviter ce genre de problème. Alors oui, les annonces d'hier, une réflexion autour de l'interdiction de la chaudière. Alors nous, on a un point de vue qui est un peu différent. On pense qu'il va falloir un peu confronter nos idées à la réalité du terrain. Et qu'à un moment, on ne peut pas se permettre de mettre de côté des solutions qui peuvent être optimisées et qui peuvent aussi permettre de décarboner. Donc oui, une chaudière, notamment les anciennes chaudières qui marchent sur la base d'énergie fossile, effectivement, elles n'ont plus leur place dans le bâtiment, on en est bien conscient. Maintenant, on est en France le pays qui est le plus mal équipé en chaudière à très haute performance énergétique. Il faut savoir que 60% du parc de chaudières en France est une chaudière qui est peu performante. En Hollande ou en Allemagne, ils sont à 90% de chaudières THPE, à très haute performance énergétique. Nous, on n'en a que 40%. Le gain immédiat du remplacement d'une vieille chaudière par une chaudière à très haute performance énergétique, c'est 30%. 30% de consommation en moins, donc 30% d'émissions de CO2 en moins. Donc vous voyez qu'on a un levier énorme sur le marché français qui serait déjà d'optimiser le parc existant. L'autre chose, on a toute une gamme aujourd'hui de packs hybrides qui permettent de jouer la complémentarité des deux énergies, électricité et gaz. Parce que, oui, l'électricité a beaucoup d'avantages, on en est certain. Aujourd'hui, si on veut mettre tout le transport, la mobilité à l'électricité, si on veut mettre tous les bâtiments à l'électricité, l'industrie à l'électricité, c'est simple. C'est 158 réacteurs nucléaires qu'il va falloir construire. Alors, bon, moi je veux bien, mais ça me paraît peu raisonnable d'imaginer qu'on peut se projeter sur ça. Donc il va falloir quand même qu'on trouve des solutions concrètes, accessibles financièrement, parce que je pense qu'à un moment, il faudra quand même qu'on se préoccupe de l'impact sur le pouvoir d'achat. Il faut aller vers plus, il faut aller vers mieux, mais il faut y aller avec des solutions concrètes qui permettent d'améliorer nos bâtiments, qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. C'est absolument nécessaire. Mais ne baser tout que sur une solution unique nous paraît assez compliqué, voire un peu dangereux et probablement peu réalisable. Voilà. Merci. Hervé Charru, donc vous êtes directeur général adjoint du CSTB. Est-ce que vous souhaitez d'une part rebondir sur ce qui vient déjà d'être dit, c'est assez riche, et voilà, comment vous voyez les choses niveau diagnostic sur cette rénovation bas carbone? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, la rénovation bas carbone, c'est un chemin qui a 5 phases qu'on a à peu près bien identifiées. La première est celle de connaître le parc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les acteurs le savent, il y a une vraie difficulté de savoir quel est l'état actuel au sens énergétique, ou voire qualité ou confort des bâtiments.
Et ça s'est permis maintenant à travers la base de données nationale bâtiment qu'on a développée dans le cadre du programme Profil sur les C2E. On a un état du parc actuel qui permet de servir de référence pour les rénovations. La deuxième partie, ce sont les solutions technologiques. Alors on sait qu'il y a plein de solutions qui ont été développées, il y a beaucoup d'innovations, elles sont évaluées plus ou moins correctement. C'est leur intégration et leur adaptation à chacun des cas, au sens de bâtiments type qui peut être très intéressante et qui nécessite effectivement qu'une ingénierie arrive à accompagner ces rénovations, notamment sur la partie des équipements. La partie passive est assez facile à faire, que ce soit l'isolation des toitures, des sols ou des façades. La partie équipement nécessite effectivement certainement un appui, puisqu'on a autour de ça une problématique associée non seulement à la problématique énergétique, on a parlé beaucoup de chaleur, mais moi je préfère parler de chaud. Il est vraiment difficile aujourd'hui en termes de confort de combattre les vagues de chaleur, alors que les vagues de froid, on l'a bien vu dans le cadre de la sobriété, tout le monde a été capable de mettre une petite veste et travailler avec 19 ou 18 degrés. Le troisième volet, c'est quand même le volet central, c'est le volet économique. Alors ça, c'est un volet majeur qui fait qu'aujourd'hui, les 5 millions de logements qui sont classés EFG et qui sont nécessairement à traiter en priorité, ils appartiennent la plupart du temps à des propriétaires pauvres. Et donc, on a un véritable sujet. Et l'accompagnement par les différents types d'aides est peut-être intéressant, mais je pense qu'il faut le repenser différemment et avoir une vision qui est très certainement plus européenne. La rénovation en France, 1% du parc est en neuf, tout le reste est à rénover. La problématique des autres pays est exactement la même. Ils ont depuis la guerre le parc identique, des niveaux de rénovation quasiment similaires. Et donc on arrive dans un projet qui théoriquement devrait faire que l'approche européenne devrait se focaliser sur les dépenses que pourront faire les États-nations sur le financement de ces rénovations, en se substituant pour partie à chacun des acteurs, notamment les propriétaires pauvres, parce qu'aujourd'hui, les niveaux d'aide, même pour des gens qui sont propriétaires, ne leur permettent pas de réaliser des rénovations full en un temps court, avec une performance au bout qui soit significative, puisque le retour sur investissement est quand même très très long. Donc ce changement de pied, notamment, est-ce qu'il est nécessaire de sortir les dépenses liées à la rénovation des bâtiments, des critères de Maastricht, sont pour moi importants et à regarder. Et de plus, la vision européenne qui a été renforcée par les échanges qui ont été interrompus entre la Russie au niveau énergétique et l'Europe, l'indépendance au niveau des matières premières après le Covid, où on s'est rendu compte que beaucoup de pays importants des produits chez nous, nous devions importer ces produits. Il y a eu un shortage sur les produits de construction. Donc il y a certainement une industrialisation à avoir en France et en Europe qui permet d'avoir des majeurs avec une forme d'indépendance au niveau des acteurs internationaux. Le quatrième point qui est excessivement important, c'est la mise en œuvre. Et pour la rénovation, c'est un véritable enjeu. On a vu qu'on parlait du temps de Borloo de 300 000 logements rénovés en plus. Cet après, on est passé à 500 000, maintenant on est à 700 000. Rien n'a fondamentalement changé. La main-d'œuvre n'a pas été attractive, au sens où on n'a pas réussi à revaloriser ce secteur-là au sens de son attractivité. Il n'y a pas eu d'industrialisation. Donc la production aujourd'hui reste au même niveau et ce n'est pas prêt de changer tant qu'on n'aura pas changé de modèle. Donc il y a une véritable logique certainement autour d'une forme d'industrialisation. Alors elle est très pratique à mettre en œuvre sur le neuf. Sur la rénovation, ça arrive pour des éléments par composants, notamment quand on a la solution de site occupé, qui nécessite souvent des isolations par l'extérieur et des équipements qui soient mis en place rapidement. Et le dernier volet qui est quand même le plus important, c'est qu'entre ce maillon de la mise en œuvre, l'industrie et des solutions et la performance nécessaire, il y ait bien un couplage qui se fasse, puisque c'est lors de la mise en œuvre qu'on a des problèmes d'interface entre les produits et donc de non-performance. Et in fine, pour toutes les rénovations qui sont lancées, évidemment, si on veut un ROI correct, il faut que la performance soit mesurée in fine. Donc ça passe par ces 5 phases, avec au centre la partie économique. Et il ne faut pas se leurrer, il faudra trouver une autre solution. Aujourd'hui, le système, mais je pense qu'il a fait ses preuves pour ne pas être en capacité de rénover le flux que l'on a à traiter. Je parie, j'étais à la commission d'enquête sur la rénovation et logement. Moi, je pense que dans 5 ans, on se reverra, on dira qu'il faut faire 1 million de logements. Parce qu'on n'a pas modifié ni l'attractivité, ni l'implication des industriels dans des solutions qui soient vraiment des solutions intégrées. Et aujourd'hui, chacune des problématiques que l'on a, elles sont réellement au niveau de l'interface des produits. Et nous n'avons pas ce que j'appelle souvent, et depuis fort longtemps, les produits idiot-proof. Ce n'est pas péjoratif comme terme, mais ça fixe dans l'esprit des gens ce que ça veut dire. Parce que quel que soit le niveau
metteur en œuvre, j'ai un niveau de performance qui est au moins 90% de sa performance maximale. Et c'est un sujet qui, dans l'innovation, est assez fondamental et qu'on n'a pas encore traité. Donc il y a devant nous la problématique pour les industriels, pour les metteurs en œuvre, parce qu'à travers les fédérations et les industriels, il y a un couplage à faire. Il n'y aura pas d'industrialisation au sens robotisation. Là, j'étais avec un séminaire avec les Japonais, là, on est en cours avec une mission France-Japon. Ils vous parlent de robots, mais ce sont des robots pour de la construction neuve sur des bâtiments, je dirais, de type tertiaire, où il y a très peu de gens et c'est de la cobotique. Mais sur les sujets qui sont les nôtres, c'est plutôt des exosquelettes pour le vieillissement de la population et des metteurs en œuvre. Et c'est aussi certainement une meilleure gestion du chantier, parce qu'on se rend compte que dans la rénovation, la plupart du problème vient de désorganisation, à la fois des compétences, de l'organisation du chantier, et après qu'il y a un impact sur la non-performance ou la performance relative des produits à la livraison. Et sur le plan environnemental, la mise en œuvre des produits bas carbone, évidemment, c'est un sujet. Mais n'oublions pas que le bâtiment, c'est un système complexe. On parlait que d'énergie ou que de carbone. On vit dedans. La problématique, elle est avant tout de confort et la partie sanitaire qui est devant nous par rapport à l'intégration des produits issus du recyclage, puisqu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui sont les intrants qui viendront hors du bâtiment. Déjà que dans le bâtiment, on ne connaît pas trop ce qu'il y a comme composants chimiques, je dirais, non admissible aujourd'hui. Donc il y a un véritable sujet de santé devant nous. Et cette problématique est réellement d'avoir une vision totalement globale. Ce qui, in fine, enchérit à chaque fois les coûts si on rajoute les couches de manière disjointe. Si on les intègre en une seule fois, on peut espérer avoir, via une forme de rationalisation, un niveau de coût qui ne soit pas très au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui. Très bien. Merci pour cet exposé. Monsieur Tillet, on va passer à une partie peut-être un peu plus retour d'expérience avec tous les travaux effectués par Action Logement Immobilier sur la rénovation, la décarbonation de votre parc, puisque vous avez fait votre propre bilan carbone. Merci en tout cas de votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais pouvoir parler au nom de propriétaires immobiliers qui pèsent avec 1 100 000 logements. Action Logement Immobilier, c'est la plus importante foncière résidentielle en Europe. Ça veut dire une grande responsabilité. Nos émissions carbone, c'est 1,1% des émissions au niveau national. Donc, ça veut dire que nous devons nous préoccuper de notre impact et de notre bilan carbone nous dit ça. Et nous dit également, ce qui a été évoqué ici, que l'exploitation de ce plus de 1 million de logements représente 54% de ces émissions et que la rénovation qu'on opère à haut niveau, je donnerai des chiffres tout à l'heure, représente 18% d'émissions carbonées. Donc effectivement, les enjeux sur les matériaux et les mises en œuvre dans le cadre de la rénovation sont pour nous absolument majeurs. Alors, je voudrais partager quelques convictions que nous avons sur le sujet et puis également quelques éléments que nous avons identifiés pour notre plan de sobriété énergétique. Vous l'avez dit assez tôt dans ce débat que c'était un des enjeux, c'est maîtriser les volumes de consommation énergétique et ensuite de décarboner ce qui reste consommé. Sur ces sujets-là, on a des convictions. Donc déjà, c'est effectivement opérer un mix énergétique avec une notion de transition, c'est-à-dire évitons les faux gestes qui porteraient à des investissements déraisonnables alors que des solutions vont émerger. Vous évoquiez des performances plus importantes sur des équipements techniques, mais on peut aussi évoquer des énergies vertes, notamment le gaz en fait partie. Donc quand on nous dit est-ce que vous allez éradiquer totalement le gaz dans votre patrimoine immobilier, je ne suis pas sûr que... En tout cas, ça c'est une conviction, c'est que la bonne réponse, c'est pas oui, bien sûr, on va faire ça vite et on va mettre tous nos investissements sur le sujet. Donc il faut avoir ces réflexions-là. Un autre enjeu, M. Charru l'a dit, c'est qu'il nous semble qu'avec la masse de nos réalisations, on a 42 000 ordres de services de rénovation lancés chaque année et la majorité sont des rénovations thermiques. C'est qu'on a un enjeu de massification et d'industrialisation de nos opérations et ça c'est quelque chose d'important. La décarbonation, pour avoir un effet d'ampleur, doit compter sur des grands opérateurs qui auront cette capacité aussi à initier, solidifier, faire émerger des filières, vous l'évoquiez tout à l'heure sur les questions de filières. Et puis du coup, je rejoins un autre sujet, une autre conviction, c'est le sujet
des réponses locales. Le réemploi, la question de l'économie circulaire, ces sujets-là, ils doivent être au cœur de nos réflexions. Alors, ce n'est pas antinomique, parce qu'on se dit parfois, oui, mais alors si vous voulez massifier et en même temps avoir des solutions locales, ça ne va pas le faire. Si, ça peut le faire. Pas surtout. Parfois, il y aura des solutions de massification qui n'auront pas de réponse locale par de la production locale, mais en revanche, sur certaines solutions, on pourra y penser. Donc, ça, c'est nos convictions, la massification, et puis les solutions locales, ça nous semble des éléments très importants. Dans ce cadre-là, depuis plus de 2 ans, nous avons un plan de sobriété énergétique et nous avons, dans les feuilles de route que nous assignons, puisque nous avons un modèle un petit peu compliqué en termes de portage, puisque nous avons à peu près une 60aine de filiales en région, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Donc nous incitons nos filiales à réaliser ces travaux-là. Et c'est dans ces feuilles de route depuis 2 ans, on leur a demandé d'éradiquer les F et G. Tous les immeubles sont en cours, enfin les derniers, les ordres de service sont lancés en 2023, donc c'est un projet extrêmement ambitieux. Et l'ambition, c'est d'éradiquer les D et les E d'ici 2030. Donc ça passera inévitablement par cette rénovation sur le parc existant, en traitant... c'est là aussi où il y a un vrai enjeu de choix énergétique, puis de choix, et c'est là où on a un travail commun Action Logement avec le CSTB sur ces enjeux de pilotage, de connaissance du parc. On va avoir accès à des bases de données spécifiques grâce au CSTB qui nous permettra de mieux analyser les enjeux de notre parc et de faire les bons choix stratégiques. On y reviendra peut-être en conclusion sur les leviers et en même temps les freins. On a quand même une équation économique, en tout cas nous, par le fait que nous produisons du logement abordable, c'est-à-dire social et intermédiaire dont les loyers sont plafonnés, notre équation économique, elle est aussi bordée par l'équilibre financier de chaque opération qui va être réalisée. Et puis on a aussi un autre enjeu, c'était évoqué beaucoup dans la séance d'ouverture, c'est que nous avons aussi à produire des logements nouveaux. Nous produisons à peu près 35% des logements abordables en France. Donc il ne faut pas qu'on abandonne la production de solutions nouvelles qui en plus sont vertueuses, puisque pour le coup on est en avance de phase sur le palier 2025 de à peu près 40% de notre production nouvelle. Il ne faut pas lâcher ça pour l'enjeu de la réhabilitation. Donc on est à un moment où il va falloir faire des choix stratégiques, et c'est pour ça qu'il faut bien piloter nos stratégies, voir, comme le dit M. Charru aussi, l'effet de nos investissements, l'impact sur la trajectoire carbone de nos investissements et de nos choix techniques. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels on doit aussi partager avec tous les opérateurs de la filière, les architectes, enfin, tous les BET. La maîtrise d'œuvre est vraiment nécessaire pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans ce chemin-là. Merci monsieur. Je vais vous repasser la parole, monsieur Woulkoff. Vous proposez également de raisonner plus à l'îlot aussi, ça fait partie de la réflexion selon vous? Pour rebondir sur vos propos, Baptiste, on doit avoir vraiment, quand on parle de rénovation, pas se focaliser sur l'innovation énergétique. Le mot énergétique, effectivement, il est important, mais je crois qu'il faut faire un vrai, et ça c'est une chose que l'on prône à l'UNSFA, et les architectes de l'UNSFA dans le cadre même d'une association qui sont créés, qui s'appelle les architectes de la rénovation, de créer un audit, de faire un audit patrimonial. Parce que quand on évalue le coût d'une opération, dans le cadre de cet audit patrimonial, des fois il n'est pas nécessaire ou il n'est pas forcément pertinent de rénover. Alors même si ça va un peu à l'encontre du discours actuel ou de ce qu'on a vu sortir sur le CNR, à un moment il faudra quand même démolir pour reconstruire, et c'est là tout le jeu du réemploi. Il faudra aussi faire un audit patrimonial pour vraiment analyser la pertinence et avoir une vraie pertinence avec les différents acteurs, que ce soit architectes, BET, pour avoir une réponse ad hoc sur l'opération, mais donc aussi raisonner à l'échelle de l'îlot. On ne peut pas raisonner uniquement à l'échelle du logement, de se dire bah oui effectivement on va augmenter, on va optimiser le logement parce qu'on va changer une chaudière, on va mettre une PAC. C'est pas tout à fait le débat, et là je pense que tout le monde est convaincu de ça. Mais il faut raisonner à l'échelle de l'îlot, raisonner à l'échelle de la parcelle, parce qu'on peut recréer des puits de carbone à l'échelle de la parcelle, on peut avoir une opération de requalification de l'îlot de manière globale.
à la fois dans le cadre de la rénovation énergétique, mais en même temps en analysant les orientations, les façades, la capacité de réflexion de la lumière, un ensemble de choses que l'on traite dans le cadre de ces opérations que l'on a appelées OPERAE, donc opérations de requalification architecturale et urbaine, et aussi dans le cadre de ce que l'on va monter avec le CH, avec un prix du CH et de l'UNSFA sur les opérations de requalification urbaine, parce que pour nous, l'enjeu, il est vraiment sur l'îlot, ne pas travailler uniquement sur le logement. Merci. Monsieur Corteville, du côté de l'ANA, on insiste également sur l'importance de l'approche ménage. Voilà, accompagner les ménages, puisque évidemment le parc privé est une grande pièce du puzzle. Alors, tout à fait. Sachant que finalement, pour que la rénovation se fasse, il faut que quelqu'un le décide et y aille. Donc on peut avoir des cas d'obligation pour certains types de publics, on peut avoir des cas où des grands groupes, l'exemple d'Action Logement Immobilier dans le cadre est très clair, avec les bailleurs sociaux qui peuvent avoir une force de frappe importante, des patrimoines de collectivités. Mais finalement, dans le résidentiel, dans la plupart du temps, on est face au ménage qui doit lui décider d'y aller, ou encore pire, il ne décide pas tout seul, il est en copropriété. Et alors là, c'est encore plus compliqué. Donc, vous évoquiez au début l'ANA au titre de MaPrimeRénov', mais l'ANA, depuis l'année dernière, a aussi ce rôle de portage du service public France Rénov'. Donc, le sujet, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on, finalement, on met de l'humain, comment est-ce qu'on va aussi chercher les ménages, comment est-ce qu'on informe conseil, avec cette information conseil qui doit être à tout niveau. Parce qu'avant de se lancer dans la rénovation, c'est technique, c'est financier, combien ça va me coûter? Bon, ça va me coûter trop cher, j'y vais pas. Non, justement, déconstruire, peut-être faire connaître les aides. Les aides, ok, on peut avoir les aides de l'ANA, mais il y a plein d'autres aides, les aides des collectivités, etc. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Administrativement, comment va se passer le dossier? Vers quelle entreprise je peux me tourner? Comment avoir des entreprises? Donc, tout ce côté d'information conseil, voilà. Donc, c'est ce qui s'est mis en place l'année dernière, en prolongement aussi de ce qui existait côté ADEME sur le volet énergétique, ce qui existait côté ANA sur le volet plutôt habitat. Et donc, il y a ce côté d'avoir avec cet objectif d'aller en x3 encore en nombre de guichets locaux, de points de contact. On est aujourd'hui autour de 500 guichets, mais qui couvrent déjà tout le territoire. Et alors là, on parle de l'info-conseil, mais il y a même accompagné dans les travaux. Et l'accompagnateur Rénov', alors je ne vais pas revenir en trop longuement, mais c'est le fait de se dire aussi d'avoir cet audit énergétique au début, de pouvoir avoir cette assistance à maîtrise d'ouvrage finalement, si on le met dans le terme, et d'avoir quelqu'un aussi qui va venir à la fin pour expliquer comment fonctionne le matériel. Si je caricature un peu à l'extrême, ou qui va pouvoir répondre, je comprends pas, elle en est où ma demande d'aide, qu'est-ce qu'il en est, rassurez-vous, c'est comme ça que ça se passe, ou je sais pas sur quelle case il faut cocher, d'avoir cet accompagnement tout du long. Oui, l'accompagnateur sera ouvert d'ailleurs à certains acteurs privés à partir de septembre, si je ne me trompe pas, donc notamment les architectes. Je pense que c'est bien de le rappeler. L'accompagnateur Rénov', alors ça se met en place progressivement. Ça vient de la loi climat et résilience mi-2021. Tous les cadres réglementaires se sont mis en place l'année dernière. Et cette année, on est vraiment dans l'année d'aller sur de l'agrément. Alors d'agréer des acteurs qui le faisaient déjà sans avoir le titre, on va dire, et d'agréer aussi de nouveaux acteurs. Et dans les nouveaux acteurs, on compte beaucoup, notamment sur les architectes, avec cette vision large et cette focale énergétique. Bien entendu, puisqu'on est dans ce terme d'accompagnateur Rénov' sur la rénovation énergétique, mais également d'autres acteurs privés, des BET ou d'autres acteurs qui ont ces compétences, avec un agrément délivré par l'ANA, une ouverture pour tous les nouveaux acteurs en juillet de la plateforme pour demander l'agrément et des obligations. Et le CNR Logement, excusez-moi, j'ajoute juste ça, vient d'annoncer qu'on voulait passer de 2500 à 5000. Alors je suis désolé, c'était hier soir, donc j'ai plus les chiffres, mais il y a en tout cas un objectif de croissance du nombre d'accompagnateurs d'ici 2025. Assez important. C'est globalement. Donc ça montre que voilà, le pouvoir public mise vraiment sur ce profil. Sachant qu'on a des acteurs qui le font aujourd'hui, mais l'objectif va d'aller beaucoup plus loin pour accompagner. Vous évoquiez 200 000 rénovations. Il faut du monde derrière sur cet accompagnement et en capacité de répondre à toutes les questions, parce que c'est pas la même chose une copropriété ou un logement. Le deuxième point, il est financier avec le fait d'ajuster les dispositifs d'aide pour aller chercher encore plus, mais je ne rentre pas dans le détail là-dessus, on en a un peu parlé. Il est également sur le volet technique, de s'assurer que les travaux soient bien réalisés, mais de s'assurer aussi qu'on ait suffisamment de monde pour les faire. Suffisamment de monde pour accompagner, suffisamment d'entreprises, des entreprises suffisamment formées, suffisamment de professionnels RGE et suffisamment, quand on dit qu'on veut aller sur des rénovations performantes, ça veut dire qu'il va falloir faire venir potentiellement 4 artisans. Et donc, s'il en manque un, toute la rénovation est un peu plus compliquée. Donc voilà, pareil sur tous les territoires, comme on fait dans les îles ou dans les vallées de montagne, de réussir à avoir du monde partout. Et on a un enjeu majeur.
Enfin, peut-être le dernier point que j'avais en plus sur ce service France Rénov', c'est de se dire qu'on a besoin aussi de proximité, d'y aller. Donc le service France Rénov', il est mis en place par les collectivités avec une animation de l'ANA. Il est aussi financé, cofinancé par les collectivités, porté à ce niveau-là. Et il y a besoin d'aller vers aussi ces ménages, d'aller pouvoir les toucher. Quand on est en précarité énergétique, quand on a son logement qui fuit, alors déjà on n'est pas forcément toujours conscience de l'état de son logement. Il faut pouvoir avoir ce travail de terrain, ce travail de réassurance, mettre en place France Rénov', aller chercher les ménages. Et là, il y a un rôle majeur des collectivités. Il y a des grands plans stratégiques, les PCAET, les PLH au niveau des EPCI. C'est des grands plans qui permettent d'avoir la connaissance. Et le sujet, c'est comment on passe de ces plans d'intervention. Alors, il y a les plans nationaux, les plans locaux, et comment on passe de ces plans d'intervention où, parce qu'on sait que dans tel quartier, il y a plein de passoires énergétiques, il y a plein de ménages modestes, on met le paquet et on travaille avec un accompagnateur Rénov' pour qu'il aille faire presque le porte-à-porte. Et donc, il y a ce sujet de comment on va chercher chacun, parce que si on n'y va pas, on n'arrivera pas à atteindre nos chiffres si les ménages n'y vont pas finalement, dans des contextes qui sont compliqués, techniquement, économiquement, à tout niveau. Merci monsieur. Je vais passer la parole à monsieur Chambin. Vous souhaitiez insister, bon, il en a un peu été question déjà durant cette table ronde, sur la question du prix en fait pour l'usager, le prix de l'énergie et également du prix des chantiers ou du gestionnaire. C'est quelque chose de très important et aujourd'hui, alors certes, il faut optimiser le système des aides, etc. Mais on voit sur le terrain, malheureusement, se propager des gens qui finalement se servent de ce système des aides pour aller un peu tromper les usagers sur des rénovations et on le voit monter de plus en plus fortement. Donc il faut c'est bien qu'on ait un renforcement justement des accompagnateurs rénovation parce qu'il faut vraiment qu'on mette sous contrôle ça. Les installateurs, les chauffagistes comme les paquistes d'ailleurs, le constatent de plus en plus et il ne faudrait pas qu'on tombe dans cet excès. Donc ça c'est une chose parce que le prix c'est quand même le cœur de tout aujourd'hui. Et le prix c'est pas juste le prix de la rénovation, c'est aussi le prix de l'exploitation par la suite du bâtiment. Et ça malheureusement c'est rarement mis en perspective. Et donc c'est un point sur lequel il va falloir qu'on éduque aussi beaucoup plus le grand public pour bien que chacun ait conscience des choses. Et puis enfin moi je voudrais revenir parce qu'effectivement vous avez focalisé un peu sur le gaz vert. Mon grand regret aujourd'hui, c'est de constater que le gaz vert n'est pas reconnu dans les réglementations comme une énergie renouvelable, alors qu'il l'est par l'Europe. Ce gaz vert, il est produit par le recyclage de nos déchets organiques, par le recyclage des déchets organiques des agriculteurs. Ce sont des boucles locales d'énergie, des boucles courtes, qui sont très... à mon avis, qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Et il faudrait vraiment qu'on puisse permettre de comptabiliser finalement ce gaz vert dans l'impact sur la rénovation énergétique. Parce que finalement, si on met une chaudière plus performante et qu'en plus on l'accompagne d'un contrat gaz vert, alors on a décarboné son logement à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, le gaz vert, avec des TVA réduites, etc., vous avez des offres de fournisseurs au même prix que du gaz fossile. Donc il va falloir que nous, on fasse mieux comprendre ça aussi. Et encore une fois, notre combat, à nous, à la filière, ce n'est pas un combat idéologique, on n'est pas juste là pour conserver, c'est juste une volonté de réalité de terrain. Attention, une seule solution ne réglera pas tous les problèmes. Donc réfléchissons à comment on optimise et comment on travaille sur les autres solutions également. Voilà, ça a été le point important. Très bien, merci. Monsieur Charru, est-ce que vous souhaitez, alors vous avez déjà évoqué un peu dans votre première prise de parole des freins, est-ce que vous auriez d'autres points sur lesquels vous souhaitez insister ou rebondir sur ce qui vient d'être dit? Sur la partie de la... Je ne sais pas si oui. Sur la partie de la décarbonation et le réemploi et le recyclage. Alors il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a une vague... À partir du moment où on dit bas carbone, on est effectivement, on l'a annoncé tout à l'heure, on est dans le recyclage, dans le réemploi, avec même une mise en avant du réemploi qui est à mon avis très très hypertrophiée, puisqu'effectivement il y a très peu de cas où on pourrait avoir un réemploi correct. Sous-entendu qu'il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont aussi issues des SHS sur comment réutiliser des doubles vitrages qui ont un certain âge. Est-ce que j'ai un déclassement social quand je réutilise ces vitrages-là? Donc sur le réemploi, on a un sujet, je pense que ça ne sera pas forcément un énorme, sur des très gros chantiers c'est faisable, sur les petits chantiers ça pose une vraie question.
En revanche, sur le recyclage, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, il faut être conscient que les gros recycleurs, ils arrivent à trier les déchets d'une certaine manière, mais sans être en capacité d'en faire des matières premières secondaires, je dirais, qui servent l'industrie de manière opérationnelle. Un industriel, dans son process, il a besoin d'avoir une variabilité très faible liée à ses matières premières. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui sort les différents acteurs du recyclage, vous récupérez des big bags. Alors quand vous avez une fusion, que ce soit pour le métal ou le verre, effectivement, on peut à peu près adapter tout ceci. Mais dans beaucoup de cas, on aurait besoin d'avoir une industrie intermédiaire qui prenne sa place de manière à assurer sur ces matières premières secondaires la fiabilité et la variabilité pour que les industriels n'aient pas ce problème de variabilité lors des process. C'est un gros sujet parce qu'in fine, on est conscient que le recyclage, ça démarre par des petits chantiers qu'il faut rassembler sur un site intermédiaire pour après remonter vers un site plus gros pour aller vers un site de production qui va en faire une matière première secondaire. Donc on voit qu'il y a une logique où là le local est limitant, puisqu'en fait si on va avoir une véritable fiabilité des produits recyclés, il faudra qu'on ait un processus type industriel qui soit derrière avec ses certifications. Et si on reste que dans le local, effectivement, on risque d'obérer la capacité de passer vers une industrialisation qui réduit les coûts. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, et on le voit à peu près tous, c'est le pouvoir d'achat, et ce sont les coûts. Les coûts de la construction et les coûts de la rénovation. Ce qui vous reste aujourd'hui, c'est combien me reste-t-il pour ma vie quotidienne. Donc si vous avez investi 50 000 euros pour faire une rénovation d'un bâtiment, effectivement, vous n'aurez pas la capacité de changer de véhicule pour la mobilité électrique, d'avoir les loisirs qui conviennent, et donc que tout ceci est une véritable problématique, et il faut être dans une situation où on doit anticiper ce sujet, et donc faire que les solutions de recyclage réduisent les coûts de la construction, plutôt que de les augmenter. Et le sujet aujourd'hui est donc bien qu'à travers la synergie qu'il y aura entre la mise en œuvre, les fédérations, les poseurs et les industriels, on adopte autour de cette problématique une capacité de répondre à ISO coût ou légèrement supérieur, mais pas drastiquement supérieur. Et quand on regarde le coût des matériaux recyclés aujourd'hui, on est très très au-dessus du matériau neuf. Donc effectivement, il est beaucoup plus facile, malgré les réglementations, de se dire qu'il faut passer sur le matériau neuf. Donc ce changement de paradigme, il suppose aussi qu'il y a un effet volume. Et derrière, on a, mais ça on en a fait part tout à l'heure, j'en faisais référence, toutes les problématiques sanitaires qui sont devant nous, par rapport aux composés chimiques et autres qui sont, je dirais, dans les produits anciens. Si vous prenez le PVC d'il y a 20 ans, il y avait des stérates de plomb, de zinc et autres qui sont des produits qui sont maintenant bannis. Et effectivement, la solution des industriels, c'est de co-extruder avec du PVC neuf. Et effectivement, on n'a pas de souci à ce moment-là. Mais quand on va le recycler, il faudra après réextruder avec un produit. Donc on voit bien que la solution, elle est fondamentalement industrielle, elle est fondamentalement logistique. Et pourquoi je dis logistique? Parce que passer d'un petit site à petit site où on doit amener sur un gros site de production pour avoir un effet volume qui permettra de réduire les coûts, il faut réellement avoir un système logistique, et les entrants sur ce secteur-là, on n'en a pas beaucoup. On voit bien qu'Amazon et autres, ils font la logistique du dernier kilomètre. Potentiellement, ils ont la capacité un jour d'investir dans le retour du dernier kilomètre vers une centrale de traitement de déchets ou autre. Ce qui peut arriver à réduire le coût et arriver surtout à industrialiser ces process-là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'initiative locale, certes très intéressante, mais qui peine à se traduire par une réduction du coût de la construction in fine. Le dernier point qui est fondamental, je parlais des impacts sanitaires, le sujet fondamental, c'est est-ce que les produits que l'on produit à partir de là ont-ils la durabilité et les niveaux de performance que l'on souhaite? Alors pour le recyclage, c'est assez facile parce qu'on va faire comme une matière première neuve et on va les qualifier. Pour le réemploi, même s'il est de faible niveau ou volume, c'est un vrai sujet d'être en capacité de qualifier, par exemple, des planchers qui sont réutilisés au sens plancher lourd, ou de poteaux qui sont réutilisés, ou de façades préfabriquées qui sont réutilisées. Et ce questionnement-là, en termes de durabilité, est devant nous. Et il s'amplifie aussi pour les produits issus de la biomasse, puisque la durabilité de la biomasse est assez, comment dirais-je, limitée dans le temps, notamment liée aux expositions aux différents agresseurs, que ce sont les ultraviolets, l'eau, les insectes pour certains sujets. Et donc pose la question dans le schéma économique et le modèle,
d'intégrer correctement les cycles de maintenance dans ces systèmes-là et d'avoir dans le coût complet cette prise en compte, et y compris dans l'impact environnemental. Parce que recycler in fine un matériau dont la charge carbone est reportée in fine, quand on va soit le brûler ou autre, ça sera quand même à ce moment-là qu'on libérera des CO2. Donc ces questions-là, elles sont traitées par les différents acteurs. Il y a un véritable consensus, je pense, au niveau des industriels sur les REP et leurs responsabilités, mais on n'a pas encore basculé vers une prise en compte systémique, c'est-à-dire que chacun est dans son précaré de produits, et le vrai sujet, c'est d'interfacer ces produits entre eux dans les logiques de système. Et les solutions systémiques sont rares pour le moment, et c'est ce qu'il faut arriver à développer avec les différents industriels, et au bénéfice des architectes qui, eux, sont toujours soucieux d'avoir une différenciation. Et je le dis souvent, un bâtiment de demain, théoriquement, quand il est neuf, c'est une plateforme comme un véhicule automobile sur lequel on change les carrosseries et autres, et on peut avoir une variabilité très importante. Et dans l'ancien, c'est des bâtiments dans lesquels on assure des solutions modulaires qui permettent de répondre de manière fiable avec un niveau de performance élevé dans des coûts qui sont au niveau des capacités d'investissement qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens in fine sur la partie économique, qui est un enjeu qui, si on ne change pas de modèle, mais risque de ne pas avoir de modification des résultats. Comme moi je suis assez fervent de Descartes, qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je prends le dernier échange qu'avait eu la FFB lors de la commission d'enquête sur la rénovation et logement. Sur les 700 000 qu'on est censé faire en rénovation à partir de 2035, donc même si on les prenait aujourd'hui, on en a fait 70 000. Donc 70 000, on a un facteur 10, et la Première ministre avait signalé ça à la fin de l'année dernière, elle avait dit un facteur 7. Moi je vous dis, on a le problème de l'attractivité, on a le problème de la main-d'œuvre, on a le problème de sa formation, on a le problème du financement. Les solutions techniques, on les trouvera, on est assez fort là-dedans, mais c'est véritablement une solution systémique qui doit être prise en compte. Et ça a été dit, et je pense qu'il faut le redire, on parle beaucoup de rénovation énergétique, il faut penser global, et principalement les sujets sanitaires et confort, qui eux sont fondamentaux. Et je pense que c'est un des vrais problèmes. Je pense que vous avez tous en tête que si vous faites une rénovation d'un bâtiment collectif, copropriété, avec une isolation par l'extérieur, vous aurez une bonne thermique, vous aurez une bonne ventilation si tant est qu'on l'ait bien réalisé, mais vous aurez une acoustique qui sera inappropriée puisque les bruits intérieurs vont réémerger à l'intérieur, alors qu'avant, ils étaient couverts par les bruits extérieurs. Et ces bruits-là deviennent insupportables. Et dans les copropriétés, c'est pas sympa de savoir que c'est son voisin du « je ne sais pas qui c'est, mais quand je le saurai, ça va m'énerver ». Et donc ça met au devant de la scène que ce problème, par exemple, d'acoustique, qui est un corollaire d'une rénovation, qui est un problème de santé publique, mais doit être traité dans les rénovations, y compris énergétiques, parce que le confort est assez fondamental. Merci. C'est intéressant parce que la première conférence, tout à l'heure, on parlait de révolution systémique déjà. Là, on parle à nouveau de révolution systémique, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais elles se rejoignent sur la question du coût. Donc, bon, voilà, c'est intéressant. Je vais donner le mot de la fin à Monsieur Tillet, puisque là, on est pile à l'heure. Donc, vous pouvez conclure ces échanges. Ça va être difficile. Non, parce que je vais reprendre du point de vue du bailleur ou du maître d'ouvrage, je vais reprendre parce que vous aviez demandé quels sont les freins et les leviers, donc je vais essayer d'y répondre en reprenant un petit peu les propos des uns et des autres. Moi, j'avais identifié quand même le sujet financier parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais en même temps, il faut en parler en premier, comme ça on passe à autre chose. On voit aujourd'hui émerger des solutions, on voit que les grands investisseurs cherchent à faire des investissements à impact, donc il va y avoir des prêts nouveaux qui vont pouvoir potentiellement avoir des bonus sur le financement d'opérations de cette nature-là. Donc c'est peut-être pas mature maintenant, mais on voit bouger des choses, puis il faut que la puissance publique, effectivement, autant au niveau national qu'au niveau international, et je pense que l'Europe a un rôle à jouer sur ce sujet-là, comme l'Europe a été en capacité de le faire avec des fonds ciblés, continuer à porter ce mouvement. La question du pilotage, je l'ai dit tout à l'heure, au travers des travaux que l'on réalise avec le CSTB, c'est un élément essentiel, parce que ce qui donne une bonne visibilité dans un point qui est extrêmement complexe, c'est d'avoir la visualisation des effets sur les émissions carbone, des actions que l'on mène. C'est-à-dire ces investissements, il faut qu'on puisse tangibiliser le fait que
ça a un effet sur l'environnement. Et je rejoins ce que vous disiez sur le fait, et M. Charus l'a redit aussi, c'est que n'oublions pas, en tout cas nous en tant que maître d'ouvrage, on n'oublie pas que nous devons aussi penser au bien-être de nos locataires dans leur logement. Il ne faut pas qu'on sorte de ce champ-là, qu'on oublie ce que nous devons à nos locataires pour ne penser qu'à ce que nous devons aux générations futures. Il faut arriver à concilier les deux, mais je pense que c'est tout à fait conciliable quand on engage un projet de réhabilitation. Aujourd'hui, les projets de réhabilitation, c'est de l'ordre de 50 000 à 70 000 euros par logement. Donc on est sur des volumes importants qui n'emportent pas que des enjeux de rénovation énergétique. Il y a le sujet des filières, donc ça effectivement on l'a évoqué, nous c'est un sujet sur lequel on est en questionnement par rapport à la capacité à identifier pour pouvoir passer de ce système de comment avec des filières locales on peut créer des chaînes, alors à la fois dans un processus local, mais aussi un chaînage national. Après, déconstruire au sud de la France pour un chantier qui est au nord de la France et mettre des camions pleins de matériaux sur les routes de France. On se disait avec mon voisin que l'impact des transports sur les émissions de gaz à effet de serre n'est pas neutre. Donc il ne faut pas qu'on rajoute à un endroit parce qu'on aurait vu que notre spectre du logement. Donc il faut avoir cette conscience-là. Donc pour nous, c'est un vrai sujet sur lequel on a encore beaucoup de questionnements. La question sociale, vous l'avez évoqué un petit peu à travers les aides de l'ANA, mais nous, c'est la question, parce qu'on ne bénéficie pas des aides de l'ANA. N'hésitez pas à changer le dispositif, sauf si c'est pour demander de l'argent à Action Logement pour qu'on donne à l'ANA, pour que l'ANA redonne. Ça ne sera pas une très bonne idée. Ça, c'est fait. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est engager les locataires. Pour nous, on a un énorme travail. Je rencontrais hier les 5 grandes confédérations de locataires qui sont présents dans nos conseils d'administration. Donc on a un gros travail. On a signé une charte avec elles pour accompagner la sobriété énergétique. Ils sont acteurs des équipements dans le logement. C'est eux qui les pilotent ou qui ne les pilotent pas. Parfois, on ne leur donne pas la solution et la possibilité de piloter parce qu'il n'y a pas d'équipement pilotable. Donc ça aussi, techniquement, on est en train de mettre en place. On va équiper des connecteurs sur les ballons d'eau chaude sur 200 000 logements là, assez rapidement. Nous allons aussi permettre aux locataires équipés de systèmes de chauffage électrique d'avoir du monitoring dans leur logement avec leur iPhone. Ils pourront réguler leur consommation. Donc ça va apporter aussi des éléments assez modernes de pilotage et du coup de réduction des consommations. Mais vraiment, les locataires, il faut qu'on les embarque avec nous. Ils ont une conscience environnementale forte. Donc moi, j'aime pas le raccourci qui dit ils pensent plus à la fin du mois qu'à la fin du mois. Non, ils pensent aux deux. Donc ils ont des problèmes de fin du mois, mais ils ont une conscience environnementale forte. Donc il faut vraiment qu'on leur donne des outils et qu'on les emmène avec nous dans les projets. Ça, j'insistais dessus. Les choix techniques, on en a beaucoup parlé ici. Ça, c'est vraiment un enjeu fort, mais avec les opérateurs, les entreprises, les fédérations professionnelles du bâtiment, c'est des sujets sur lesquels on avance. Je crois qu'il y a aussi un enjeu pour nous de formation des collaborateurs. Je crois que M. Charus l'a évoqué, la question des collaborateurs, parce que c'est une véritable révolution culturelle aussi dans les modes de faire de nos propres collaborateurs qui sont en charge des programmes de réhabilitation et même de gestion de l'exploitation de nos ensembles immobiliers. Donc voilà un petit peu, j'identifie là les points qui peuvent être bloquants et sur lesquels on a intérêt à agir avec des acteurs dont certains sont sur cette estrade pour en faire des leviers de réussite de cette décarbonation massive et absolument nécessaire. Eh bien, merci beaucoup à nos intervenants. Je suis très content, on a réussi à tenir le timing parfaitement. Je pense qu'on peut les applaudir.